Salut et bienvenue dans votre émission À bout de souffle. Pourquoi à bout de souffle? Tout simplement parce que déjà nous serons deux derrière les micros, vous avez l'habitude. Ensuite, parce qu'à la fin de l'émission, nous espérons bien que vous serez à court de souffle par tout ce que vous aurez entendu et appris, et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, monparisfm.com et isnews.fr, deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter un acteur ou une actrice plus ou moins connu revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses échecs, des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous. Pour cet épisode avec moi, il est celui qu'on appelle quand on a besoin d'un sniper autour d'un plateau. Froid et austère au premier abord, il n'hésite pourtant pas à donner de son temps et de sa personne pour aider et sublimer ce qui le côtoie. Ce qui le caractérise, c'est sa capacité à dire tout haut ce que nous autres pensons tout bas. Autre qualité qu'il a, c'est cette capacité à porter le béret comme personne d'autre, béret incontournable de son accoutrement, sous lequel se cache un homme aux multiples facettes, aussi bon que tranchant, généreux que distant, souriant que fermé. Barberish est mon invité. Comment ça va, Barberish? Quelle intro. C'est mon moment préféré de l'émission. Après ça, j'ai fini. Ouais, après t'as fini. Non, lourd. Franchement, merci. Merci à toi. Et je pense que tu m'as bien défini. En plus, moi, je suis Gémeaux, donc t'as fait des espèces d'opposition un peu dans les, dans les adjectifs un peu qui pourraient me qualifier. Donc, pour l'instant, t'as tout bon. Si l'invité est satisfait, c'est l'essentiel. Ce que j'ai l'habitude de faire au Barberish avec mes invités, c'est une fiche d'identité qu'on va remplir ensemble si c'est bon pour toi. Pas de problème. Alors, toi, tu es la fiche d'identité numéro 141 069 11. Nom, prénom ou pseudo? Nom, Massengo. C'est mon nom de famille. Mon vrai prénom, c'est Anne. Ça s'écrit H-A-N. Et mon pseudo, c'est Barberish. Date de naissance? 23/5/79. Lieu de naissance? Montfermeil. Profession? Profession, on va dire intervenant social. Je dirais ça parce que je pense que ça englobe tout ce que je fais dans les domaines socio-culturels. Et après, à côté de ça, à mes heures perdues, je suis animateur, chroniqueur, producteur d'émissions. On en reviendra dessus. Passion, hobby? Passion, la musique. Talent caché? L'écriture. Lieu de résidence? Sevran. Réseaux sociaux? Barberish officiel. Tu le disais, t'as grandi à Montfermeil? Non, j'ai grandi à Villepinte. T'as grandi à Villepinte, mais t'es né à Montfermeil. Voilà, exactement. Comment elle se passe l'enfance de Barberish? Mon enfance, c'est particulier parce que j'arrive sur Villepinte à l'âge de 5 ans, je crois, en dernière année de maternelle. Et mon enfance se passe comme tous les enfants qui évoluent en banlieue, avec de la mixité, des joies, des peines, des hauts, des bas, avec une maman qui se démène pour mettre à manger dans l'assiette et qui, du coup, transmet des valeurs fortes de bonté, de droiture, et essaye de me donner toutes les clés pour que je sois une bonne personne. Et quelle était ta relation avec tes parents? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Déjà, tu te situes où dans la fratrie? Moi, c'est particulier. En fait, du côté de ma mère, je suis tout seul. Okay. Et après, du côté de mon père, j'ai des frères. Ok. Et comment ça se passe avec eux? Est-ce que tu les connais dès ton enfance ou... Non. C'est pour ça que je dis que c'est particulier. C'est-à-dire que moi, mes frères, je les rencontre, j'ai 25-26 ans. Ok, ça fait tard. Voilà, ça fait tard. Mais comme, en fait, mes frères... sont des personnalités publiques, c'est-à-dire que je les vois à travers l'écran, dans un premier temps, sans savoir que ce sont mes frères. Et ensuite, au fur et à mesure, je découvre que c'est mes frères et belle surprise. Parce qu'en fait, j'étais fan d'eux et je me rends compte qu'en réalité, on est frères. Sang. Voilà, c'est ça. Et avec ta maman, ça se passe comment? C'est compliqué. On va dire que les premières parties de ma vie avec ma mère, c'est fusionnel. Du fait que je sois son seul enfant et qu'elle m'ait eu jeune, très jeune. Donc fusionnel, mais après, arrivé à l'adolescence, conflictuel. Et ton père, tu l'as pas connu à ce moment-là? Du tout. T'es élevé par ton beau-père, Exactement. De ce que j'ai compris. C'est ça. Quelle est ta relation avec lui? Ouais, une bonne relation.
Ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Et Barberiche à l'école, c'est quel genre d'élève? Quel genre d'élève? Ah, Commence Barberie. par la primaire déjà. Est-ce que tu as Oh, des souvenirs? ouais, 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 quel genre d'élève? Bah, c'est un élève bavard. Bavard, meneur, parce que j'ai toujours été plus ou moins meneur. Taquin, parce que j'étais bon en vanne. J'aimais bien vanner les autres. C'est pour ça que, même dans certaines prestations que je fais, j'avoue que j'ai été harceleur. En tout cas, aujourd'hui que j'en connais la définition, je Mhm. me définis comme ça, ou genre, je pourrais me définir comme ça, parce que j'étais vraiment très moqueur à l'époque. Au niveau scolaire, bah, j'étais un enfant qui avait beaucoup de capacités, mais qui travaillait pas forcément et du coup avait des résultats moyens. Des résultats moyens. L'arrivée au collège, elle se passe comment? On sait que c'est la première grosse étape de notre scolarité, entre guillemets. Comment ça se passe? Non, ça va, parce que tu sais, moi j'ai toujours été dans les meneurs. Donc tu vois, même si tu changes d'établissement, on n'est pas les meneurs sont pas forcément impactés par ces changements d'établissement. Donc ça se passe Du bien. fait que bah on jouit, on va dire d'une forme de popularité, et donc pour nous c'est juste une étape supplémentaire. Donc moi j'ai pas forcément vu quelque chose de différent aux classes élémentaires. Et au niveau des notes, t'es l'élève moyen plus, tu dirais, ou moyen moins? Ouais, ouais, ça allait, ça dépend. Ça dépendait des années, hein, ça dépendait des années. Je dis moyen parce qu'on va dire que si maintenant je dois faire la moyenne, ouais, moyen, mais il y a eu des moments où j'avais de bons résultats aussi. Je me Euh, rappelle au collège avoir eu des mentions bien. ok. Donc non, on va dire que c'était par intermittence. Et comment ça se passe en dehors de l'école? C'est quoi tes activités? Qu'est-ce qu'il fait Barberich quand il sort des cours? Bah, le foot, beaucoup, beaucoup le foot, parce que je suis d'une famille de footeux. J'ai un grand-père qui était joueur professionnel Mm. et illustre joueur de mon pays d'origine, qui est le Congo-Brazza. Donc forcément, c'est quelque chose qui a été transmis dans ma famille, c'est-à-dire que ce soit les filles ou les garçons, bah, tout le monde est dans le foot. Donc le foot, on va dire en grande majorité, c'est le foot. Et après, on va dire que, on va dire fin de l'adolescence, le rap. Et est-ce que tu fais le foot avec cette volonté de percer et de devenir un jour ton grand-père, ou c'est vraiment un loisir, une Non, non, passion? non, 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 en y réfléchissant, non. Moi, j'y allais. C'est un kiff. Ouais, c'était un kiff. J'étais au quartier, ça va, on pouvait me reconnaître des qualités. Donc après, je me suis inscrit au foot. Et non, j'y allais parce que voilà, c'était un sport populaire et j'aimais le pratiquer. Donc j'y suis allé, mais sans vraiment avoir un objectif de devenir professionnel. Et en troisième, on sait qu'il y a ce choix de l'école, lycée pro, général, CAP, BEP. Quel choix toi tu fais pour la suite de tes études? Et est-ce qu'il t'est imposé ou c'est quelque chose que tu choisis? Bah, moi, en troisième, je redouble Ok. parce que je te disais que j'étais moyen. Mhm. Et du coup, au conseil de classe, on a donné le choix à mes parents sur mon sort, rester en troisième ou aller en seconde. Et vu que j'avais des résultats trop moyens, je me rappelle que ma mère à l'époque a dit que je devais rester en troisième. Et petite anecdote, quand je suis arrivé à la rentrée, en fait, mon dossier était en seconde. Ok. C'est-à-dire que je suis arrivé en troisième et mon dossier n'était plus au collège. Il m'avait fait passer. Et Et donc, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, bon, comme ton dossier n'est pas là, est-ce que tu veux tout de même rester en troisième ou aller en seconde? Et j'ai dit, non, non, moi, mes parents, ils ont demandé le redoublement, donc je reste au collège. ça veut dire que tu étais d'accord quand même avec tes parents Ouais, à ouais, ce ouais. niveau-là Bah, au début, c'est compliqué, forcément. T'es avec tes potes, t'es avec ta génération. Euh, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, le fait de redoubler ou d'avoir des mauvaises notes, c'était mal vu. Hmm. T'étais pointé du doigt à l'époque. Donc le fait de redoubler, moi j'avais un peu le regard des autres, ah t'as redoublé et tout. Donc à l'annonce de cette décision, c'était un peu compliqué, mais après je m'y suis fait et après je suis resté une année de plus et ça m'a servi parce que cette année-là j'ai eu de très bons résultats et après ça m'a permis d'accéder au lycée avec
un peu plus de compétences et de bagages. Et tu fais un bac général quand tu arrives au lycée? Euh, je suis en général, la seconde du coup, et après, nous, on avait des filières qui étaient... j'ai fait STT, c'était le bac technologique, Ok. commerce. Donc voilà, au lycée. Après, ça a été une scolarité classique, je Ça s'est dirais. bien passé. Ouais, ça a été. Et à la sortie du lycée, tu fais le choix de poursuivre ou D'aller ça à la s'arrête fac, d'aller à la à la fac parce fac? que moi, je suis d'une génération où nos parents nous poussent et même nous obligent à sortir avec un diplôme et le bac. C'est-à-dire que moi, à la maison, depuis que j'étais petit, c'était il faut que tu aies le bac. Donc, ayant le bac, après, il faut poursuivre. Et à l'époque, bah, ça faisait bien en fait d'aller à la fac. De dire que ouais, je suis à la fac. Du Mmh. coup, donc moi, sans forcément savoir ce que je voulais faire, j'avais des petites idées, mais sans vraiment avoir des idées arrêtées, je suis parti à la fac pour faire du droit. C'est le choix que beaucoup de gens ils font. Voilà, tu vois. Tu vois, Donc, parce que c'est large, ça reste large, on peut faire plein de choses. mmh. En tout cas, on a l'impression de pouvoir faire plein de choses. Donc, lorsqu'on n'a pas forcément de décision arrêtée, c'est le choix qu'on fait en règle générale, je pense. Et lorsque tu arrives à la fac, est-ce que tu fais partie du coup de ces élèves dont la fac de droit dégoûte de la fac ou de ces élèves qui continuent quand même en droit et arrivent à obtenir le Non, diplôme derrière? moi, la fac, c'était la vie. Tu kiffais. Non, c'était la vie. C'était la vie parce que tu vois, en fait, moi, je me suis transformé, on va dire que je me suis transformé un peu à la fac parce que qui dit fac dit délocalisation. Mhm. C'est-à-dire que tu sors de chez toi parce que en banlieue, tout est sectorisé et en fait, tu as tout à proximité. Que ce soit l'école primaire, que ce soit le collège, que ce soit le lycée, tu as tout à proximité. Et donc, du coup, on reste un peu dans un entre-soi. Alors que là, à la fac, j'ai été obligé de prendre le RER, de partir à Mhm. Saint-Denis. Et comme Saint-Denis, ça reste quand même un espèce de carrefour des départements, parce que sur la ligne de Saint-Denis, tu peux avoir le 91, tu peux avoir le 9-4, tu peux avoir le 9-5, le 93, tu peux avoir Paris. Donc du coup, il y avait des élèves qui venaient un peu de partout, donc c'était intéressant d'avoir des mentalités différentes, des visions différentes, des approches différentes. Donc moi, la fac, c'est vraiment une période qui m'a fait grandir. Mhm. Vraiment, donc c'est pour ça que je te disais que c'était la vie. Et en plus, à la fac, bah, tu as la bourse. C'est là où j'ai commencé, du coup, de par l'âge, j'ai commencé aussi à travailler. Donc, financièrement, ça allait. Donc, je pouvais commencer à me payer, à être autonome Mhm. financièrement. Et c'est quoi le premier taf du coup que tu fais? Le premier taf que je fais, je crois que c'est... je fais un travail à la chaîne, je crois. À l'époque, il y avait une usine qui s'appelait Kodak, à Blanc-Ménil. C'était un ami d'enfance à moi qui travaillait là-bas en tant qu'informaticien et qui m'avait trouvé un petit boulot comme ça, travail à la chaîne. Et ensuite, en 2000, je suis rentré dans l'animation. J'ai commencé à travailler dans les écoles, dans les cantines. Et ensuite, j'ai enchaîné avec l'animation pure et dure dans les centres de loisirs et les colonies de vacances. Et tout ça, est-ce que c'est des choix ou est-ce que c'est des choses qui arrivent par le cours de la vie? Est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu t'imaginais un peu plus jeune ou pas? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça a été des opportunités. C'est-à-dire que je suis à la fac, j'ai besoin d'argent parce qu'on prend de l'âge et qu'on a des besoins. Donc après, j'ai des opportunités, on me propose et il s'avère que bah, ça collait avec mon état d'esprit et mon tempérament. Ça a tout de suite matché avec le public. Mhm. Donc après, j'ai continué. J'ai Et continué. tu vas gravir les échelons petit à petit dans le social. Qu'est-ce que ça t'a apporté en tout cas le social à ce moment-là? Qu'est-ce que ça apporte à ta vie? Qu'est-ce que ça apporte à ta vie? Ouais. Bah déjà, moi, ça me construit. Parce que le fait d'être au contact des autres, ça te construit parce que tu apprends des autres. T'apprends Mhm. des autres et t'apprends de toi aussi. Parce que tu es confronté à d'autres personnes. Donc, il y a tout ce qui est gestion des émotions, gestion de la frustration, il y a tout ce qui est rigueur, il y a tout ce qui est cadre, parce que du coup, moi, j'étais en responsabilité de groupe. Donc ça, c'est vraiment des compétences que tu dois avoir. Donc, je pense que ça m'a construit. Ça m'a construit. Et
Et aujourd'hui que je fais d'autres choses, et bah, je me dis que bah, ça m'a servi. En fait, ça m'a servi pour être ce que je suis aujourd'hui. Et le social, en dehors de ça, tu le dis, ça t'apprend énormément de choses. Mais quel est le lien que tu fais entre le social et le droit? Du coup, comment il y a on passe du droit à l'animation, cet entre-deux-là? Bah, en réalité, on pourrait dire qu'il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que moi, je tombe dans ces différents domaines. Au départ, je disais par hasard, mais finalement, non, vu mon histoire. Parce que moi, très jeune, j'ai fréquenté la DAS, ce qu'on appelle la DAS à Mhm. l'époque. J'y suis resté quelques temps. J'ai fréquenté aussi les familles d'accueil. C'est-à-dire que ma mère ne pouvait pas m'envoyer en vacances. Donc l'été, je partais dans des familles d'accueil dans le sud de la France. Donc avant, je disais que c'était par hasard, mais finalement, je pense qu'il y a un lien. Mhm. C'est-à-dire qu'inconsciemment, je me suis construit, je me suis nourri et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc ce que je fais aujourd'hui, je pense, découle de ce que j'ai pu vivre étant plus jeune. Et est-ce qu'on peut revenir vite fait sur la DAS, les familles d'accueil? Bien sûr, j'ai pas de problème avec Comment, ça. toi, tu arrives à la DAS? Comment ça se passe? En plus, on sait que la DAS, on dit que c'est un milieu un peu spécial quand Ouais. même. Et comment toi, tu l'as vécu? Comment tu l'as ressenti, tout Bah, ça en tout cas? j'en ai des vagues souvenirs parce que j'étais vraiment très jeune. Mais bah, les souvenirs que j'en ai, c'est que plein d'enfants. Plein d'enfants. euh, de la violence aussi. Je pourrais pas te dire précisément quel type de violence, mais dans mes souvenirs, c'est ce qui revient. Après, j'y vais parce que, bah, comme beaucoup, des difficultés. Donc, ma mère me laisse là-bas. Parce que, comme je l'ai dit à ma jeune, elle me laisse là-bas. Mais quand elle me laisse, elle dit, je vais revenir le chercher. Et ça, c'est très important. Elle a dit, je vais revenir le chercher. Et du coup, elle est revenue me chercher. Ouais, c'est ça en fait, toi, le truc, c'est que ta mère, elle t'abandonne pas, il n'y a Non, non, pas non. C'est pour de. ça que lorsque, par exemple, j'en parle et que, parce que c'est très intime quand même, euh, je, je suis dans l'obligation de donner ces éléments-là. Mhm. Parce que c'est pas un abandon, c'est Ouais, juste qu'à c'est. un moment donné, c'était compliqué, comme pour beaucoup de gens. Euh, Pas forcément de solution, donc on me laisse. Je suis pas resté longtemps, hein. Et après, elle est venue me chercher, elle est revenue me chercher, et après, bah, j'ai eu une vie normale après. Et ça, c'est des choses pour lesquelles tu n'en as jamais voulu. Enfin, est-ce que c'est des choses où on en parle entre parents et maman ou c'est. Enfin, Ouais, entre ouais, enfants et, ouais, pardon, et ouais. parents? Après, y a pas, sur ces sujets-là, il y a d'autres sujets sur lesquels c'est un peu plus compliqué de discuter. Mais sur celui-là, non, il n'y a, pas de- y a pas de souci. C'est vrai que moi, très jeune, ma mère me disait, parce qu'en fait, l'ADA, c'était à Denfert-Rochereau. Et bah, quand parfois on passait, elle me disait, ah bah t'as vu, c'est là que Mhm. t'étais. Donc non, on n'avait pas de tabou là-dessus. Et après, la famille d'accueil, non, parce que la famille d'accueil, c'est ma famille aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'y C'est suis allé, encore des. ouais, ouais, j'y suis allé à partir de 5 6 ans. Et aujourd'hui, je vais en avoir 45 bientôt. Bah, c'est ma famille. Il y a des membres de cette famille qui sont mes parrains et marraines. J'ai vu leurs enfants grandir qui ont aujourd'hui une trentaine d'années, une vingtaine d'années. Donc, il y a pas de souci avec ça. Après, ce qui est particulier, c'est que là, je vous parle de ça, on est dans les années 80. On n'est pas dans les années 2020. Les années 80, quand tu vas dans le sud, il n'y a pas beaucoup de noirs. Mhm. Tu vois, et moi, c'est une famille blanche. Donc, du coup, euh, avec tout ce qui va avec, le racisme, la discrimination, y a la découverte aussi pour beaucoup de gens, parce que je parle de ça, on est dans les années 86, 87, il y avait des vieilles bourgades où il n'y avait pas de noirs en fait. Donc quand moi j'arrive, je suis tout petit, je suis un peu l'attraction, et vu que j'y suis allé bah, toute ma vie là-bas, donc après je grandis, je grandis, je grandis, donc après le village il me voit grandir aussi, et, euh, et ça, et après, ça change. Moi, en fait, moi, je vois Mhm. l'évolution de la société parce que moi, j'y vais tous les étés. Donc, d'un été à l'autre, ça change. Même la famille dans laquelle j'allais, j'ai vu les évolutions parce qu'au départ, bah, il y avait des a priori. Quand tu connais pas, Mhm. il y a des a priori. Moi, j'arrive au milieu de leur famille. Un noir qui arrive au milieu de leur famille. Eux, c'est que des blancs. Ok, d'accord. Tu vois, donc, il y a eu un temps quand même d'adaptation. D'adaptation. Mais maintenant,
ça glisse, quoi. Et aujourd'hui, avec du recul, comme tu le disais, tu as 45 ans. Qu'est-ce que ça t'a apporté à ta vie d'homme, le fait parce que c'est pas tout le monde. Est-ce qu'on peut dire, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, Mhm. que c'est une chance d'avoir côtoyé un peu ce milieu-là aussi et ça t'a offert une mixité sociale qui peut-être te sert Ouais, aujourd'hui? ouais, 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 ouais. De toute façon, à ma famille de Bordeaux, du coup, moi, je leur dis qu'ils ont sauvé ma vie. Pourquoi je dis qu'ils ont sauvé ma vie? C'est que, tu vois, quand tu vis en banlieue et que à la maison, c'est pas rose tous les jours, tu peux être happé par des choses négatives. Alors que moi, j'avais ma soupape. C'est-à-dire que peut-être qu'au quotidien, c'était pas terrible, terrible. Pas tout le temps, hein. C'est-à-dire que je vais pas non plus Mhm. noircir le tableau, dire que j'ai eu une enfance malheureuse ou quoi. Non, c'est pas du tout ça. Mais il y a eu des difficultés dans mon foyer, il y a eu des difficultés comme chez tout le monde. Mais moi, je n'ai pas eu le temps d'être happé par les sirènes, tu vois, de l'illicite ou des choses néfastes parce que généralement, chez les jeunes, c'est l'été que tu t'adonnes à toutes ces activités Activité. un peu sombres parce que tu n'as rien à faire et que les jeunes se retrouvent, ils ont rien à faire et que du coup, ils font des bêtises. Et moi, l'été, j'étais pas là. Moi, l'été, Ouais, j'étais du dans le coup, sud, j'allais dans un camping, j'allais à la plage. Tu sais, j'étais avec une famille il n'y a pas de délinquance. L'environnement, il est favorable. Donc, moi, souvent, j'aime dire que ma famille de Bordeaux m'a sauvé la vie. et quel est le regard à cette époque-là de tes amis qui sont eux en banlieue, que tu côtoies tout au long de l'année? Quel est le regard sur ce que toi tu vis, sur le fait que toi tu partes l'été? Est-ce qu'il y a, comme on peut le voir parfois, cette envie de ah on le voit quand même que lui il s'épanouit l'été, on va essayer de le ramener dans ce qu'on fait d'illicite s'ils étaient dans ça? Après, ça dépend. Parce que tu vois, moi, de base, moi, je suis pas d'une cité de base. C'est-à-dire que moi, mon quartier, ça restait un quartier quand même dit calme. Mm. C'est plus à l'adolescence où après, je suis allé du côté quartier de ma ville. Mais donc, du coup, je te dis ça parce que du coup, mes copains aussi partaient en vacances. Ok, du coup, ouais, donc, Voilà. Même si on n'avait pas la même vie, parce que moi, j'étais dans un quartier dit mhm. favorisé, mais j'étais pas favorisé. On n'avait pas la même vie. Mais donc, pour eux, c'était normal de partir en vacances. Du coup, au final, en fait, entre les vacances et l'année, tu retrouvais cet équilibre et il n'y avait C'est pas ça. de... Ouais, non, il n'y avait pas de réelle différence. Mais sauf que pour moi, c'était très important de couper, de voir autre Mhm. chose. C'est-à-dire que, tu vois, moi, même si souvent, en plus, c'est important parce que, tu vois, je prends beaucoup la parole dans les émissions et comme tu le disais dans ton introduction, je suis souvent très tranché sur beaucoup de choses. Tu sais, souvent, moi, les gens, ils me taxent d'être, tu sais, pro-noir, tu sais, d'être un peu vindicatif sur ces sujets-là Mhm. sans connaître ma vie en fait. Tu vois, donc c'est drôle parce qu'ils connaissent pas ma vie. Ils savent pas que moi ma famille elle est blanche Bah aussi, oui, tu vois. t'as grandi avec des... Et, euh, et en fait, j'explique que le fait d'avoir grandi dans cet environnement-là me permet d'avoir une vision large des choses, un spectre qui est plus large que beaucoup de personnes. Parce que moi, je côtoie les deux milieux, donc Mhm. je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que quand moi je dis que il y a beaucoup de personnes euh, qui ont des a priori sur les autres, au départ, je l'invente pas. Mais tu l'as Tu vécu. vois, même s'il y a des gens qui sont dans un déni, mais non, on accepte tout le monde, mais non, c'est faux. Tu vois, quand les gens ils sont à huis clos et qu'ils n'ont pas l'habitude de la différence, il y a des choses qui se disent qui sont, tu vois, à faire dresser les cheveux sur la tête, tu vois. Et moi, je l'ai vécu, tu vois, c'est pour ça que je dis C'est ce ça. que j'allais te Moi, demander, je tu l'ai l'as vécu, vécu. moi. Et comment ça se caractérisait, par exemple, ou même dans ton arrivée dans le social, parce que en plus dans le social, on travaille avec tout type de public Ouais, et on est au service un peu des autres, même un peu beaucoup même. ouais, on est là pour ça, Est-ce ouais. que est-ce que toi tu ressens que ceux avec qui tu travailles, ils font des différences Bien sûr, entre bien sûr, bien sûr. et comment Moi, ça j'ai se aucun problème avec ça. Tu vois, moi, j'ai travaillé 25 ans dans une collectivité territoriale. Donc, les institutions, je les connais par cœur. Tu vois, je connais par cœur leur code, leur mode opératoire. C'est-à-dire que, tu vois, moi, souvent, en plus, bon, tu commences à me connaître, moi, je suis très pragmatique. Et souvent, quand je tombais face à souvent des cadres ou des directeurs qui, eux, étaient un peu bancals, Hmm. parce que tu tombes sur des supérieurs hiérarchiques qui sont bancals, et que moi, j'étais dans des positions fermes et que c'était factuel,
Et bah souvent, on faisait en sorte de me taxer de personnes agressives. Ouais. C'est toujours le mode opératoire. C'est-à-dire qu'une personne qui est toujours mise en défaut pour une personne de couleur, que dès qu'elle a une personne de couleur en face d'elle, elle va C'est toujours dire qu'elle est l'agressivité. agressive. Ouais. Toujours. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, pour moi, c'est du racisme. Même si on n'en parle pas, même si c'est rentré dans les mentalités, et bah, moi, j'ai jamais vu deux blancs se dire ah, vous êtes agressif. Tu sais, quand tu regardes même les débats télévisés, on le voit pas, ça. Moi, j'ai jamais vu un invité qui dit à un autre invité Ah ah, ouais, vous êtes ouais. agressif. Ils se disent oui, bon, laissez-moi parler, depuis tout à l'heure, vous parlez, mais ils disent pas vous êtes Vous agressif. monopolisez la parole. Vous monopolisez la parole, mais on ne dit pas vous êtes agressif. Alors que on est dans un échange, dans un dialogue, il y a des émotions, donc forcément tu peux hausser le ton, mais ça ne veut pas dire que tu es agressif. Et donc, tu vois, ça, toute ma carrière, je l'ai connu. Les trucs de, par exemple, lorsque tu dois nommer un chef, eh ben, on réfléchit à deux fois. Et c'est une réalité, tu vois, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu, j'ai des exemples concrets. Est-ce que tu peux nous en citer Ouais, quelques-uns qui te viennent moi, en je te donne tête? un exemple concret. J'ai ma femme que tu connais. Ouais, Minata. Nous, on a été à la tête d'un projet de réussite éducative qu'on a monté nous-mêmes. So Parks. D'accord. Non, pas au parc. So Avant, Parks, bah, on reviendra aussi sur. projet de réussite éducative. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des parcours éducatifs pour aider les enfants qui ont du mal à suivre une scolarité classique. Ils peuvent avoir des problèmes d'ordre sociaux, financiers, de santé, culturels. Donc, nous, on monte le dispositif avec une amie. Donc, c'est notre ami qui est en charge. D'accord. Notre ami part. Ma femme est là. D'accord. Elle est cadre A. OK. C'est elle qui a monté le dispositif. Et tu la connais, donc tu connais toutes ses compétences. Et ben, ils n'ont pas voulu la passer chef. Alors qu'en réalité, dans l'organigramme, la personne qui était chef, qui est ma meilleure amie, ne venait pas du social. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on lui a donné cette mission, elle nous a appelés parce qu'elle savait que nous, on était du social pour l'épauler. Parce qu'elle était plus administrative. Donc, ce qui se passait, c'est que nous, dans notre formation, il n'y avait pas de chef. C'est-à-dire que nous, on était dans notre bureau et il n'y avait pas de chef. C'est-à-dire que nous, on faisait tout tous ensemble. Alors que officiellement, c'est elle qui était le chef. Et du coup, quand elle est partie, normalement, la place serait revenue de droit à ma femme. Ouais. Vu ses compétences. Parce que là, je ne suis pas en train de faire du favoritisme. C'est par rapport aux compétences. Elle est cadre A. Tu connais ses compétences dans le domaine du social. Eh ben non. Ils n'ont pas voulu la passer. Tu comprends? Et est-ce qu'ils arrivent à expliquer ça ou c'est quelque chose qu'ils expliquent Non. pas? Et comment vous le vivez en vrai? Non. Est-ce que c'est des choses qui t'affectent En fait, c'est ou pas? parce que je veux pas revenir sur ce sujet-là, mais c'est de la science-fiction. Tu sais, ils nous ont raconté des trucs. Tu vois, passe l'entretien il se passe bien. Ils n'ont pas d'autres candidats, tu vois, qui aussi du coup compétents. Mais ils préfèrent ne pas la mettre que de la mettre. Pour aujourd'hui mettre quelqu'un qui est moins compétent qu'elle. Et du coup, elle est partie. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à créer votre entité So Parks? Exactement. Je le disais plus tard. En fait, l'entité était créée depuis 2011-2012. Mais c'est vrai que cet événement-là, après il y a eu d'autres événements, ont accéléré le fait de se dire, eh ben maintenant, on se jette à l'eau. Parce que du coup, on s'est dit, ils ne nous respectent pas, eh ben nous, on va faire les choses à notre manière. Et vous décidez de vous jeter à l'eau ensemble. Je suppose que c'est pas facile en plus de travailler avec sa femme. Comment ça se passe? Comment vous décidez de créer tout ça? Est-ce qu'on peut revenir déjà sur le processus de création? So Park, dans mon coin, comme dans beaucoup de coins, il y avait des rixes. Tu vois, moi, je suis de Villepinte. Il y avait donc Villepinte, Tremblay. Il y avait des affrontements entre jeunes. Et du coup, à ma connaissance, je crois que le pôle emploi était à Tremblay. L'émission locale était à Villepinte. En fait, c'était un gros bordel. Et du coup, les jeunes ne pouvaient pas s'y rendre parce que il y avait les conflits. Donc nous, on a décidé, en tout cas, l'idée, c'était d'avoir un bus qui pouvait aller de ville en ville pour apporter des services à la population. C'était ça de base, So Park. C'est pour ça que
On peut voir un bus, parce que l'idée c'était ça, c'est-à-dire que nous on se promène avec le bus. Dans le bus, eh ben, tu peux avoir différents ateliers, on peut aider le public, par exemple s'il y a des soucis d'ordre administratif, si par exemple ils veulent rencontrer un professionnel, il est dans le bus et après tu es comment dire, en rencontre avec le professionnel. C'était ça de base. Ensuite, faute de moyens, on n'a pas pu avoir le bus. On a laissé un peu en sommeil l'association. Et un jour, et je dois le remercier pour ça, Booba, avec qui je Black travaille 10, dans les médias, qu'on a reçu ici. a besoin d'un atelier débat sur Massy. Et donc, comme il sait que bon, moi, je travaille dans l'éducatif depuis plusieurs années et en même temps dans le journalisme, il me dit, vas-y, viens auprès des jeunes pendant les vacances et fais-leur un atelier. Donc, j'y vais et moi, je vois la somme que je gagne en 4 jours. J'ai dit, mais attends, là, en 4 jours, je gagne la moitié de ce que je gagne en un mois. Et je suis là, je dis, mais attends, mais c'est fou. Je le fais une fois, je le fais 2 fois. Après, en même temps, on me sollicite aussi pour travailler dans une école artistique, pour être prof de média training, donc apprendre aux artistes à savoir se comporter devant les médias. Et donc, tu sais, moi, je regarde mes fiches de paye et tout, je regarde, je vois des 50 € de l'heure, alors que tu sais, quand t'es fonctionnaire, c'est pas ça le tarif. Et je suis là, je me dis, mais attends, ça veut dire que dans la vraie vie, je peux toucher tant avec les compétences que j'ai pu emmagasiner. Et là, moi, je me prends la tête avec des gens qui ne respectent même pas mon travail et je gagne tant. Donc, du coup, on a réactivé SoPark. Et ça nous a permis de faire des prestations. Et comme ma femme aussi est éducatrice spécialisée et a beaucoup d'autres compétences, après, on a décidé de partir sur de la prestation, de facturer. Et du coup, on a réactivé SoPark de cette manière-là. Et comment toi t'arrives, tu parlais des médias, tu disais un peu journaliste, comment t'arrives dans le monde des médias, comment ça se passe parce qu'encore une fois, il y a le droit qui n'est pas trop proche du social, mais on tombe quand même animation sociale, et le social du journalisme, comment ça se fait le lien entre les deux? Bah, tout à l'heure tu me demandais quels étaient mes hobbies. Je t'ai dit foot et rap. Donc il y a un ami à moi avec qui j'ai eu l'occasion de rapper dans mon adolescence, qui crée un média. Donc il crée un média influent. Et il entame une nouvelle aventure avec un nouveau partenaire, Urban Hit, pour faire des émissions dans lesquelles il recevrait des artistes connus. Et donc moi, en fan de rap, je le suis. C'est-à-dire qu'à chaque tournage, je suis là. Et sur le trajet, on discute de rap tout le temps, on débat. Et en fait, il se dit, ouais, mais t'es pertinent, toi, quand même. Je vois que t'as une réflexion et tout, tu connais. Est-ce que tu serais pas d'accord d'écrire les questions pour les chroniqueuses? Parce qu'il y avait des rubriques. Et du coup, il me dit, ouais, est-ce que tu serais pas d'accord pour écrire les questions pour les chroniqueuses? Donc moi, je lui dis, ouais, vas-y, y a pas de problème. Donc de chez moi, c'était soit par mail, soit par texto. Je lui envoyais les questions, donc, parce que j'y allais pas tout le temps. Et les années passant, les chroniqueuses sont parties. Et il m'a demandé de prendre la place des chroniqueuses, vu que c'est moi qui écrivais les questions. C'est dingue. Donc au début, moi, j'étais pas d'accord. Moi, je dis, ah, mais non, moi, je veux pas. Et lui, il m'a dit, si, t'inquiète. Il me dit, avec ton style, tes lunettes, ton béret, la barbe. À l'époque, t'avais déjà la barbe qui commençait à pousser, parce que j'ai eu du mal à faire pousser ma barbe, moi. T'es fin et tout, donc tu vas très vite être identifié. C'est lui qui me dit ça et tout. Je lui dis, ah, ok, vas-y, on est parti. Et comme c'était une émission qui marchait beaucoup, très vite, j'ai été identifié. Très, très vite. Parce qu'on a reçu, tu vois, tout le gratin des artistes urbains, même de gros artistes que vous voyez aujourd'hui. Nous, on a été dans les premiers à les recevoir. Tu vois, il y en a beaucoup qu'on a eu en off. Ayana Nakamura, par exemple. Ouais. Nino. Ouais, il y a pour eu. Pas les citer. MHD, Neige, Lina Mayem, il y en a plein comme ça, tu vois, qu'on a reçus parce qu'on faisait partie du circuit promotionnel. Donc, du coup, on les recevait, nous, ces artistes-là, tu vois. Et donc, j'ai été identifié très rapidement parce que c'était une hebdomadaire. Donc, imagine toute l'année le nombre de vidéos qui sont sorties avec ma tête, aux côtés d'artistes qui faisaient des centaines de milliers de vues. Et donc, après, j'ai été propulsé dans ce milieu-là. Mais tu décides pas de t'arrêter là?
pourquoi tu décides d'évoluer dans les médias? Pourquoi ça s'arrête pas qu'à finalement interviewer des artistes émergents ou des Au, artistes au qui ont des centaines de départ, au milliers de vues? départ, c'était que ça. Au départ, c'était que ça. Mais au final, tu te rends compte de qui tu es. Pourquoi je dis ça? C'est que, tu vois, moi, au départ, je prenais ça pour de la rigolade. Mhm. Vraiment. Tu vois, même ma femme, quand je rentrais à la maison, tu sais, pour moi, c'était une récréation, moi, tu vois. Je venais, je faisais mes interviews, tac, tac, mes questions, je rentrais chez moi. Tu vois. Et après, c'est au quartier, dans ma ville, ou même quand je me promenais dans les transports, qu'on me disait, mais attends, c'est pas toi qui fais ça, c'est pas toi, je t'ai vu dans l'interview d'un tel. Ah, moi, j'aime pas cette question, t'aurais dû lui poser cette question. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que t'as de l'impact. Tu vois, tu te rends compte que t'as de l'impact. Donc, moi, j'ai mis du temps à accepter le fait de me dire que je suis un journaliste, un animateur, un chroniqueur. J'ai mis du temps, moi. Je me suis très longtemps défini blagueur. Tu vois. Mhm. Mais est-ce que tu dirais que c'est le syndrome de l'imposteur? Et ce M- qui est fou, c'est chaque m- invité qui vient, c'est le terme qui mais revient. en fait, non, c'est pas le syndrome. Moi, c'était pas dans ce sens-là. C'est parce que c'est pas. Moi, j'ai jamais été comme ça de me dire ah ouais, je me sens pas capable ou Ouais, non, j'ai je pas la mérite pas. légitimité. Non, non, moi c'est pas ça. Moi, c'est vraiment, je me prenais vraiment pour un blagueur. C'est-à-dire que vu que moi, je le prenais pas au sérieux. Mhm. Ce que je faisais, moi, je le prenais pas au sérieux. C'était pas le fait de me dire que je ne pouvais pas le faire ou que j'avais pas la Tu légitimité de n'étais le pas faire. C'est encore. que moi, tu sais, je prenais pas ça au sérieux. C'était plus dans ce sens-là, en fait. Tu vois. Et au fil du temps, tu sais, quand tu reçois de l'amour des gens, parce que tu vois, moi, j'ai quand même, je sais pas si je l'ai ramené, mais en tout cas, j'ai fait partie de ceux qui ont imposé un peu ce type de journaliste. Je dis ça pour grossir le trait, même Mhm. si j'ai pas ma carte de journaliste, euh, de parler avec son cœur et de ne pas être, tu sais, de casser cette neutralité Mhm. que doivent avoir les journalistes. Tu vois, moi, dans mes interviews, moi, je donnais mon avis, moi. Alors que de base, un journaliste, il donne pas son Ouais, avis. neutre. Il est neutre. Et si tu regardes bien, aujourd'hui, il y a de plus en plus de journalistes, en tout cas nous tu sais, dans le rap, Mhm. qui donnent leur avis. Ou en tout cas, tu sais, il y a beaucoup de talk shows maintenant où il y a des débats, ça donne son avis. Euh, et tu vois, moi, je sais qu'à l'époque, on me le reprochait ça. On me le reprochait, tu sais, de donner Mhm. mon avis. Ouais, mais non, pourquoi tu donnes ton avis? Non, mais l'artiste, il faut être lisse, il faut le brosser dans le sens du poil. Je dis, mais non. Je dis, l'artiste, c'est un être humain comme nous. Et pour que l'échange il soit riche, eh ben, je pense qu'il faut être honnête et sincère et bienveillant. Parce que tu peux dire à quelqu'un que tu n'apprécies pas forcément ce qu'il fait, mais si tu es dans la bienveillance, il va bien le prendre. Tu comprends? Et Si il y a aucun moment où tu remets en doute ta manière de faire, où tu te dis, parce que souvent, après, on peut se le dire en plus, je fais des milliers de vues, enfin des centaines de milliers de vues, je suis vu, je suis reconnu. Il y a ce truc aussi de, je veux rester à ma place, en fait, je veux continuer à faire ça. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, faut que je change, je m'adapte pour rester être dans les médias. non, non, en fait, c'est pas cette démarche-là, mais tu te réajustes. Tu te réajustes quand même. C'est-à-dire que, parce que au fil du temps, tu te professionnalises quand même. Parce que Mm. moi, j'arrive, moi, je suis pas du domaine, tu vois. Donc moi j'arrive, j'ai quelqu'un en face de moi. En plus moi à chaque fois j'allais au quartier, je leur disais ah, je vais recevoir un tel. Ils me disaient ouais pose ça comme question. Tu sais moi j'arrive, je pose les questions. Ouais, Tu comprends? c'est- Mais au fil du temps, des années, tu te dis ah eux ça reste quand même leur profession. Ils sont quand même venus défendre un produit. Mhm. Ils ont quand même une image à défendre. Et ben je peux pas les écorner comme ça. Ouais. Tu vois il faut quand même une subtilité. Donc, euh, donc je me suis réajusté à ce niveau-là. C'est-à-dire que je pense que maintenant, en tout cas, j'ai travaillé pour avoir l'art et la manière de poser les questions. Peut-être qui fâchent, ou en tout cas qui interpellent de la meilleure des manières, je pense. Et ce qui est fort, c'est que tu vas réussir quand même à relier le social et les médias, parce que Ouais, ouais, ouais. c'est quand même quelque chose que tu as réussi à faire. Il y a des ateliers que vous mettez en place avec Soparks Ouais, ouais, notamment, ouais. podcast. Bah, tu sais, moi je le dis souvent dans certaines de mes émissions, c'est que pour moi, le rap et le social, c'est indissociable. Pour moi. Parce que de base, le rap, si on regarde l'histoire du rap, Mhm, la naissance du hip-hop, bah, c'est des revendications sociales de mhm, base. Tu vois, les blocs parties et mhm. tout, la fête, les festivités.
c'est pour lutter contre l'ennui, c'est pour lutter de manière positive contre des problématiques subies. C'est ça l'idée, tu vois. Donc il y a du social, quoi qu'on dise. Donc on peut pas enlever cette dimension sociale lorsqu'on parle de rap. Pourquoi? Malgré que certains rappeurs disent que ce ne sont pas les éducateurs des enfants, aujourd'hui c'est la musique la plus écoutée. C'est la bande originale de la vie de beaucoup de nos jeunes. Donc forcément, il y a un lavage de cerveau qui se fait. Donc forcément, leurs paroles ont un impact particulier sur les jeunes. Pourquoi je dis les jeunes? Parce que les jeunes sont en train de se construire. Un adulte, c'est différent. Un adulte, normalement, tu vois, il est adulte. Donc du coup, il est fini, si on peut utiliser ce terme-là. Mais un ado ou un enfant, il est en train de se construire. Oui, dans la... Tu comprends? Donc, il y a les modèles négatifs, les modèles positifs. Et tu trouves qu'ils ont une responsabilité, les rappeurs, ou que c'est une trop lourde charge que de dire qu'ils ont une responsabilité? Ils ont une responsabilité au même titre que la société, au même titre que les parents, au même titre que les institutions. Tu vois, c'est-à-dire que ils ont une responsabilité, mais c'est pas les seuls à avoir une responsabilité. C'est-à-dire que on peut pas imputer aux rappeurs tous les maux de la société. C'est pas vrai. Tu vois, il faut. C'est un ensemble de choses. Tu vois, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que moi, souvent, ce que je dis, c'est que un rappeur impacte dans la vie d'un jeune quand le jeune est déstructuré. Ça veut dire qu'on a un milieu social déjà C'est compliqué. compliqué, tu vois, ou c'est compliqué, ou pas forcément le milieu social, ça peut être à la maison, tu vois, c'est conflictuel avec les parents, ou tu comprends. Dès lors que c'est déstructuré, et bah, le jeune, il va essayer de trouver sa soupape quelque part. Donc, si maintenant c'est un jeune qui écoute du rap à tue-tête toute la journée à fond, tu vois, à longueur de journée, forcément, les paroles, c'est subliminal un peu, tu vois. Forcément, ça va jouer. Tu vois, alors s'il écoute que des paroles qui poussent au négatif, bien entendu que il va être tenté de faire du négatif. Après, tu as des jeunes qui sont forts, tu vois, qui font preuve de discernement, mais il y en a d'autres qui malheureusement plongent. Donc oui, ils ont une part de responsabilité, mais il n'y a pas que. Après, comme tu le disais, tu faisais des interviews du coup d'artistes émergents, etc. Ouais. Ça, c'est la première étape. Ensuite, c'est quoi l'étape d'après qui vient? Comment tu t'incorpores? Enfin, tu continues en tout cas sur cette route des médias. Bah, il y a deux étapes. Donc comme je te dis, je suis dans une émission qui fonctionne. Je reçois de gros artistes, même des artistes que moi je regardais et écoutais étant jeune. Ensuite, moi je fais un constat. On est en 2014, 2015. Je me rends compte que les artistes féminines, elles sont boudées par les médias. Et moi, j'ai toujours eu cette affection pour les artistes féminines. Donc, je me dis, humblement, à ma petite échelle, je vais me servir un peu de l'exposition, du rayonnement que je peux avoir, du petit rayonnement que je peux avoir, pour leur donner de la force. Donc, du coup, je crée un média qui s'appelle divamag.fr. C'était un média qui était destiné aux artistes féminines qui évoluaient dans la chanson ou le rap, pour leur donner un peu de lumière, un peu de visibilité. Donc il y a eu d'abord cette étape-là. Et ensuite, moi, j'ai toujours été dans cette idée de fédérer. Tu vois, moi, j'aime être entouré, tu vois. Et donc, avec d'autres, tu vois, avec Grice, avec Booba, Juliette Fievé, Tonton Marcel, et d'autres, on a créé un concept qui s'appelle La Récré. En fait, La Récré, c'est une émission de débat qui traite de sujets liés à l'industrie musicale. Et on est arrivé avec un ton. C'est-à-dire que là où tout à l'heure on parlait de neutralité, où on parlait du fait que les journalistes étaient lisses, et ben nous on est arrivé avec un concept qui se voulait sans langue de bois, où on dit ce qu'on pense. Tu vois, donc on a créé La Récré. Et donc du coup aujourd'hui, je suis producteur au même titre que Booba de La Récré. Et on a fait une déclinaison de La Récré, parce que souvent dans les commentaires on nous disait oui, c'est une maison de retraite.
Vous êtes tous vieux autour de la table, vous savez pas de quoi vous parlez. Donc après, avec Booba, on a décidé de faire une déclinaison qui s'appelle la récré junior, qui est venue suite à un atelier, tu vois, parce que tu voulais voir un peu le Ouais, lien. le lien En social fait, on est nous bien. avait demandé de faire un atelier avec des jeunes et on leur avait proposé ce jour-là de faire une émission. Tu vois, une Ok. émission de débat. Et après, on a eu l'idée de mettre le logo de la récré derrière. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas faire une récré junior. Et c'est de là qu'est partie la récré junior. C'est-à-dire que la récré junior part d'un atelier qu'on a fait avec des jeunes dans une ville. Et quel est toi ton rapport aux médias? C'est comment tu vois les journalistes ou comment tu les voyais avant et comment tu les vois maintenant? Euh, et même on le voit avec les chaînes info aujourd'hui, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Comme tu le disais, avant un journaliste, c'était la fonction d'un journaliste c'était d'être neutre. Ouais, Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas quand on voit, quand on regarde à ouais, travers les chaînes où ils sont beaucoup plus offensifs et ouais, tranchants ouais. selon leur idéo politique. Quelle est toi ta vision de tout ça? Bah, déjà, faut mettre un coup de balai. Déjà, faut dépoussiérer. Je dis coup de balai parce qu'il faut dépoussiérer, vraiment. Déjà, en termes de profil, tu vois, la France, c'est la mixité. Moi, quand je regarde les chaînes hertziennes, les chaînes d'information, je vois pas assez de mixité. Parce que là, on me dirait, mais si, dans telle chaîne, il y a un tel. Ouais, d'accord, si tu veux, mais c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez. Et même dans les débats, parfois on parle de choses sans les personnes concernées. C'est-à-dire que tu peux pas parler de sujets sans que dans tes invités, il y ait des gens qui représentent le sujet. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Tu vois, là, on est beaucoup sur la violence chez les jeunes, mais il n'y a jamais de jeunes sur leur plateau. Va chercher un jeune, inséré, l'autre qui est peut-être pas inséré, et eux, ils vont te dire pourquoi il y a autant de Mhm. violence. Mais des mecs de 45 ans, 50 ans, 60 ans qui parlent à la place de jeunes de 15 Mhm. ans, 20 ans. Forcément, le discours, il sera hors sol et déconnecté. Tu vois, donc Mhm. c'est moi le constat que je peux faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre un coup de balai dans tout ça. Il faut rajeunir tout ça. C'est pour ça que tu vois, nous, on a fait la récré junior. Mhm. Parce que l'idée, c'est que, et on a un slogan, les gens parlent à leur place. Nous, on a décidé de leur donner la parole. Parce qu'on ne peut pas parler à la place de gens, en fait. Mhm. Tu vois, c'est-à-dire que moi, demain, si je dois faire un sujet sur les bobos, eh ben, je suis pas un bobo. Je vais aller en chercher pour qu'ils me donnent leur vision, leur. Tu comprends ce que je veux Mhm. dire? Là, eux, ils font des débats entre eux. Ils prennent des décisions entre eux, ils font leurs débats entre eux, sans les personnes concernées. Donc déjà, ça, moi, pour moi, c'est un gros problème. Ensuite, euh, je les trouve susceptibles. C'est-à-dire qu'ils ont tellement été habitués à rester cantonnés dans un entre-soi Mhm. que dès lors que tu commences un peu à les bousculer, et bah, tu vois, ils vont te sortir le joker. Vous êtes agressif, tu vois, Ce que tu disais tout à ce l'heure. que je disais tout à l'heure. Alors que non. Aujourd'hui, c'est la mode de faire des débats sur tout. Bah, il faut gérer ses émotions. Mhm. Tu comprends? Mais ils sont pas capables. Tu sais, moi, je passe mon temps à regarder les chaînes d'infos. Pas parce que ça me plaît, mais parce que je les étudie. En fait, j'étudie leur comportement. Et ça me fait rire, en fait. C'est toujours la même chose, tu vois. Ils vont toujours inviter les mêmes styles de participants. Quand par exemple ça va brûler là-bas ou il y a un petit qui s'est pris un coup de Mhm. couteau, ils vont prendre vite fait un associatif, tu sais, pour que ça colle au Ouais, je sujet, vois. tu vois. Mais tout en essayant à chaque fois de le cantonner aux stéréotypes, aux clichés. Donc pour moi, il faut mettre un gros coup de balai dans tout ça et il faut être dans du concret. Tu sais, il faut être dans du factuel. Et pour être dans du factuel, il faut appeler les gens de terrain, tout simplement. Tu vois, c'est comme les institutions, tu vois. Moi, je travaille avec les institutions et on forme aussi, tu vois. Souvent, on forme, nous, ce qu'on leur dit, c'est mais comment vous voulez travailler avec du public alors que vous avez peur de ce même public? C'est pas possible. Ou que vous ne savez pas comment vit ce public? Tu comprends? Et c'est ça, en fait, qui est déconnant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent des décisions pour des gens qui ne connaissent pas et même qu'ils n'aiment pas.
Tu Et, vois? Et c'est ça qui est complètement fou. et comment toi, à ton échelle, tu peux changer ça en dehors de la récré junior? Est-ce qu'il y a des projets pour l'avenir, pour le futur, des idées de peut-être créer une autre chose encore plus grand, plus fort? Bah, tu sais, déjà, je pense que avec les programmes auxquels je participe et auxquels je suis à l'initiative, on a bousculé déjà les codes. Mm. Déjà, je pense. Tu vois, en toute humilité. Et moi, je pars d'un principe que chacun fait à son échelle. Moi, je mets ma pierre, tu vois. Et après, il faut que bah, beaucoup d'entre nous mettent leur pierre pour qu'à un moment donné, on fasse un mur, tu vois, tous ensemble. Mais ça passe aussi par le biais de formation, tu vois. Tout à l'heure, tu parlais de Sopark. Là, par exemple, il y a quelques jours, avec l'entité, on a formé différents professionnels. Ça allait de délégué du préfet à directeur de politique de la ville, à directeur de centres sociaux, à associatif, à directeur de structures de loisirs, à la parentalité. Comment mener un projet parentalité? Ça va être sur plusieurs temps Mhm. et nous, on les forme. Ou en tout cas, on essaye de... Parce que former, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, On les il y a un accompagne. échange de compétences. Voilà, il y a un échange de compétences et de savoir. Je pense que c'est le terme approprié euh, pour leur donner quelques clés. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, avec les événements de ces derniers mois, on sort beaucoup la carte de la parentalité. Tu vois, c'est un terme, il est arrivé, on dirait Mhm. il a été inventé en 2023. La parentalité. Mais tout le monde veut faire de la parentalité, mais ils savent pas par quel bout commencer. Ils savent pas comment parler au public, tu vois. Mais la première des choses qu'on leur dit, c'est déjà intéressez-vous au public. Aimez ce public. Ayez une belle image de ce Mhm. public. C'est ça la première des choses. C'est avant toute chose. Parce que tu vois, souvent, ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on va face à des professionnels, ils ont toujours cette habitude d'avoir un PowerPoint et que ce soit institutionnel, descendant, tu vois, et ils sont déroutés quand tu commences à être dans un échange simple. Ils me disent, ouais, mais c'est pas une formation. On leur dit, si. Parce que ce qu'on va échanger là, ensemble, tu vas le retenir. Parce qu'on est dans de la Mhm. discussion. Si c'est pertinent, tu vas le retenir. Mais là, ce que tu écris de manière machinale, est-ce que après tu vas le relire? Pas forcément. Tu vois? Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de changer les méthodes. Parce que nous, on se rend compte, tu vois, tout à l'heure, je te disais que on a travaillé dans les institutions pendant une vingtaine d'années, et ben on trouve que c'est trop institutionnel Mhm. et descendant. C'est-à-dire que lorsque tu es face à des professionnels qui sont en face de toi, c'est des adultes. Tu sais, tu vas pas les considérer comme des élèves. Tu sais, t'es là, moi je suis le prof, je te distille des infos, PowerPoint, tu vois, non. À un moment donné, on doit être dans l'échange. Mhm. Parce que le formateur apprend autant que l'élève apprend du formateur. Tu vois, le formateur apprend autant oui, de l'élève Que que l'élève l'élève apprend apprend du du formateur. formateur. Tu vois, et ça, c'est important, cet échange-là. Mhm. Tu vois, ce rapport-là, il est important et nous, ce qu'on veut, parce que tu vois, moi, je suis dans un état d'esprit où il faut changer les codes. C'est pour ça que je dis berger, pas mouton. Tu vois, j'ai ce Mhm. hashtag, ce Sur slogan, tous tes posts tu vois, Insta. berger, pas mouton. Parce qu'à un moment donné, on est là pour être guide, on est là pour être des rôles modèles, tu vois, bien entendu dans le positif, hein. Mhm. Et on est là pour changer les codes. Et comment il se sent Barberich dans la France d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, en tant qu'homme, en tant que père, en tant que journaliste, en tant qu'éducateur? Tu fais beaucoup de choses, tu as beaucoup de Ouais, bérets à ton j'ai beaucoup chapeau de, pour le ouais, coup. beaucoup de bérets, ouais. Pour le coup, comment tu te sens? Bah, je te dirais que je me sens bien aujourd'hui, moi, parce que aujourd'hui, j'ai cette possibilité de faire des choses que j'aime. Mhm. Tu vois, le fait d'accompagner ma femme sur des ateliers, le fait de faire des émissions, bah, c'est plaisant. Et on a vraiment ce sentiment bah, de contribuer à l'avancée, l'évolution, l'épanouissement de certains. Mhm. Donc c'est ça l'idée, tu vois.
Après, pour être franc avec toi, moi, je trouve que là, on vit une époque qui, pour moi, est la pire que j'ai pu vivre. Pourquoi? Déjà, tu vois, au niveau géopolitique, déjà, tu vois les guerres. Il suffit que un des chefs d'État, là, qui a la gâchette facile, boit un peu trop de rhum, de vodka, ou et qu'il appuie sur le bouton et c'est parti, en réalité. Mhm. Tu vois, Ouais, ça tient à des humeurs, en fait, là. ouais, c'est totalement ça. Tu comprends ce que je veux dire? Là, ça tient à des humeurs. Tu te réveilles un jour du mauvais pied. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est compliqué. Après, c'est compliqué aussi parce que pour moi, les extrêmes sont au plus fort. Tu vois, moi, comme je t'ai dit, moi, je suis un 79. Donc, t'as vu, nous, à notre époque, les extrêmes, ils n'avaient pas le droit à la parole. Ils n'avaient pas le droit à la parole. C'est-à-dire que t'allais les voir, bien entendu, quand il y avait les présidentielles, Mhm. parce que c'était un parti, bah, ils représentent des gens, tu vois. Donc, ils avaient une tribune, mais ils n'avaient pas le droit à la parole. C'est-à-dire qu'ils étaient stigmatisés, et je trouve que c'était une bonne chose qu'ils soient stigmatisés. Parce que on ne peut pas valider un parti qui a la haine de l'autre. Tu peux avoir des idées, on peut avoir des idées différentes, mais nos idées ne doivent pas attiser la haine de l'autre. Tu vois, même si aujourd'hui, c'est camouflé. Tu vois, c'est camouflé. Aujourd'hui, ils vont Ouais, pas dire qu'ils c'est sont pas dit racistes. franco. Tu vois, ils vont pas dire qu'ils sont racistes, mais ils sont racistes en vrai. On le sait très bien. Tu vois, les allusions, tu sais, des fois, moi, je regarde un peu sur Twitter, ou même dans les débats, tu sais, il y a toujours des allusions, tu vois. Et tu sais, moi, ça me fait rire, tu sais, quand ils parlent de l'immigration, ou ils parlent des banlieues, la violence, mais je dis, mais vous oubliez les blousons noirs. À l'époque où il n'y avait pas de noirs, sans mauvais jeu de mots, Mhm. où il y avait les blousons noirs, il y avait que des blancs, en fait, en France, ou en tout cas, il y avait une minorité d'étrangers, et que les gens, ils se tapaient dessus. Vous avez oublié? Il y avait de la violence déjà, là. On parle de l'immigration qui prend tu vois, les emplois des Français dits de souche, d'accord? Mais les immigrés, les emplois qu'ils prennent, c'est pas des emplois de directeur de banque, c'est pas des emplois d'ingénieurs, en tout cas pas tous, hein, parce qu'il y en a, bien entendu, Mhm. qui y Qui arrivent, hein, arrivent et qui et réussissent. c'est tout à leur honneur, mais la majorité, les videurs qu'on voit là dans les centres commerciaux, sur les chantiers, tu vois, tous Mhm. les boulots pénibles, c'est qui les fait? Parce que les Français de souche, ils veulent pas les faire. Donc tu vois, quand ils sont là à essayer tu sais, d'engrainer les gens, Mhm. il y a des choses qui sont factuelles en vrai. Tout ce que vous racontez, c'est du bullshit. Il y a des choses qui sont là, elles ont toujours existé. Que les immigrés soient là ou pas là. Il y a des choses qui sont rationnelles, c'est-à-dire que dès lors que tu as de la misère, tu as de la précarité, tu as de la violence. Fin de l'histoire. Tu vois, il y a des pays où il n'y a pas forcément d'immigrés ou de noirs ou de migrants ou ce que tu veux. Il y a de la violence, il y a de la délinquance. Pourquoi? Parce qu'il y a de la misère, il y a de la précarité. Ça va avec, malheureusement. Tu vois. Donc pour revenir à ta question, moi je trouve qu'aujourd'hui, euh, les personnes racistes bombent un peu trop à mon goût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Tu sais, les paroles racistes et les actes racistes se démocratisent et se banalisent. Et tu vois, les gens aujourd'hui, ils n'ont pas peur, tu vois, d'afficher le fait Mhm. que hey, tu me déranges. Tu vois, moi, je suis dans une rue, une grande rue, dans une zone pavillonnaire. J'ai des voisins, on leur dit bonjour, ils ne nous répondent pas. Ah, c'est chaud. Tu vas me donner quoi comme excuse? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que C'est chaud. mes enfants, hein, même quand elles étaient petites, bonjour madame. Et pas, ça dit rien. C'est quoi? T'as rien fait, tu ne nous connais pas, on n'a pas eu de Mhm. conflit. Tu comprends ce que je veux dire? Et à notre époque, c'était impossible ça. Aujourd'hui, les gens, ils Mhm. affichent. Ils n'ont pas peur de dire eh, lui, je l'aime pas. Tu sais, il y a eu la polémique sur Aya. Tu sais, les gens, ils ont Mhm. déversé leur haine. J'avoue. Mais non, c'est très bien que c'est du racisme. Les gens, ils disent ouais, mais non, mais elle parle pas français. Qu'est-ce que tu racontes? Vos enfants, ils parlent comme ça. Ça va. C'est de l'argot. L'argot, ça fait partie de la langue française. On est d'accord ou pas? Et il y a un bon exemple. Quand les Daft Punk, ils chantent même pas en français, vous avez dit quoi? C'est vrai. On voit même pas leur visage, vous avez dit quoi? Tu comprends? Donc, il y a une hypocrisie. En fait, j'allais dire une hypocrisie. Non, il n'y a plus d'hypocrisie.
Pour moi, le chasser naturel, il revient au galop. Pas pour tous, bien entendu. Tout à l'heure, je te le disais, j'ai une famille, tu vois, qui est de famille française, pure souche et tout. Donc, bien entendu, j'essentialise pas, tu vois. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont retrouvé leur coronesse, tu vois. Parce que vu qu'on est dans un climat où tout peut se dire, bah, les gens, ils se sentent forts. Et c'est dommage. Parce que pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Dès lors que tu respectes ton voisin, on peut cohabiter tous ensemble. Bah, t'as tout dit, hein. Merci. En tout cas, Barberiche, pour cet échange. C'était super passionnant. Merci à toi. On va finir avec un petit jeu. Ouais. Je vais commencer des débuts de phrases et tu vas devoir les terminer si c'est bon pour toi. Ok. Les médias sont... Des marionnettes. Un bon journaliste, c'est un journaliste qui est pertinent. L'avenir de la radio est... Le podcast. Le social, c'est ce qu'il y a de plus... De plus beau. Je trouve que les politiques d'aujourd'hui sont... Hors sol. J'aimerais dire à Aminata que... C'est la meilleure. Grandir en DAS, c'est... Après... C'est la vie. Sous le béret se cache une... Calvitie. Moi, j'attendais une bonne personne. Non, c'est pas à moi de le dire. Le rap, c'est un moyen de... D'expression. Booba, alias Black D, c'est un... C'est une bonne personne. Les Rix, c'est pour... Les faibles. Mes filles sont... Mes trésors. Le plus dur quand on est une personnalité publique, c'est... Tenir sa langue. Le futur pour Barberiche s'annonce... Radieux si Dieu le veut. Mon interview du jour, elle s'est... Trop bien passé. Bah, merci en tout cas d'être venu. Ça fait longtemps que je voulais te recevoir. Ouais, si, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait longtemps que je voulais te recevoir, donc très content de t'avoir reçu. J'espère que ça a été pour toi Bah, aussi. ça a été parfait. Comme d'hab, de toute façon, on te connaît. Hein. Quand tu es derrière le micro, tu gères. Merci. Donc, merci beaucoup. On avait reçu également Booba, que je remercie. Pareil, vous deux, vous faites un travail vraiment formidable. Merci. Et, à la fin de l'émission, ma question pour Booba, c'était, j'aimerais dire à Barberiche, je crois qu'il a dit « je t'aime mon frère ». Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Il avait dit « je t'aime mon frère ». Donc voilà, vous avez une belle relation. J'espère que ça va continuer. Ouais. Et après, on n'est pas tout le temps d'accord. On est même différents, très différents. Mais c'est ça aussi qui fait la force. C'est ce qui fait la force. C'est ce qui fait la force. Et à un moment donné, c'est ce qui prouve que dès lors qu'on peut avancer main dans la main, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout. Moi, je pense que c'est un bon exemple. Bah, merci en tout cas d'être venu. Merci à toi. Cette émission, bien évidemment, elle sera disponible en podcast sur toutes les applis légales de téléchargement de podcasts, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast. Bien évidemment, elle sera également disponible sur YouTube grâce à Arthur qu'on remercie qui était aux caméras. On remercie également Léonard qui est venu au pied levé remplacer Jason à la technique et on pense énormément à Jason. On lui fait un gros bisou de là où on est. Force à toi, Jay. Salut. Et on vous souhaite une belle soirée, un bon dimanche. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Et bien évidemment, on n'oublie pas d'aller suivre Barberiche sur ses réseaux sociaux, la récré Junior sur YouTube, sur Insta. On peut suivre ça. Et je passe aussi une dédicace à Walid dont je suis ce qu'il fait sur Instagram et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Walid, donc on lui souhaite aussi, on lui envoie une grosse force et on lui souhaite grosse force plein de réussite pour la suite. Merci encore Barberiche et bonne soirée à vous.